Bonjour et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de Course épique depuis le Festival des Templiers à Millau. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une des figures des Templiers, Odile Baudrier, qui en est la cofondatrice. Nous allons bien sûr en profiter pour revenir sur cette édition 2022 et en faire un premier bilan, mais aussi prendre un peu de hauteur pour revenir à la genèse de la création des Templiers qui est considérée comme l'origine du trail en France. Odile a évidemment un regard très averti et très sage sur l'évolution du monde du trail à ce jour et je suis très heureux d'avoir pu recueillir son témoignage sur le sujet. Merci encore à Odile pour nos échanges passionnants. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter partager avec nous toute sa culture et son expérience dans le trail avec une passion plus vive que jamais. Mais je ne vous en dis pas plus. Odile va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique en direct depuis le Festival des Templiers à Millau. Vas-y Odile, je t'écoute. Juste pour voir là, en termes de sonorité, tu peux me raconter. Coucou, je t'entends. Je te vois et je t'entends. C'est parti. Je suis très heureux aujourd'hui de te recevoir, Odile. Tu es la cofondatrice du Festival des Templiers. Entre autres activités, elles sont nombreuses. On aura l'occasion de se rendre compte au fil de notre échange. On enregistre cet épisode depuis Millau. C'est pas une surprise. On est le dimanche 23 octobre. C'est le dernier jour du Festival des Templiers. C'est même les dernières minutes, on peut le dire. C'est l'heure de l'instant éphéméride d'ouverture du podcast. Je voulais partager avec toi le dicton de ce 23 octobre. Gelée d'octobre rend le vigneron sobre. Pas sûr qu'il y ait place à beaucoup de sobriété aujourd'hui, compte tenu de la météo et des 21 degrés qu'on a à Millau. Oui, la météo est particulière. On mesure à nouveau les bouleversements climatiques qu'on a connus cet été. On a un épisode qui dure déjà depuis plusieurs jours, où la température de nuit est pratiquement identique à la température de jour. Et ensuite, concernant les épisodes de vent, ça, ce sont des épisodes qui sont assez courants sur les périodes de septembre-octobre, donc sur Millau. Et sachant que c'est une zone très ventée où on organise, et ce qui donne effectivement, là, sur cette édition 2022, beaucoup de difficultés techniques. Voilà. Mais du charme aussi, c'est aussi ce qu'on vient chercher ici. C'est un classique, non ? Du charme, je ne sais pas, le vent en tout cas pour moi. Voilà. Après, je pense que c'est vrai que c'est des éditions qui ne peuvent pas être comparables à aucun niveau, au niveau de la météo. Toujours c'est différent, c'est normal. Tu arrives de la ligne d'arrivée du Grand Trail des Templiers qui vient de s'achever il y a quelques minutes pour les premiers, qui va encore durer une bonne partie de sa journée du dimanche. Est-ce que tu t'en es mis plein les yeux ? Est-ce que tu as vécu beaucoup d'émotions avec ces arrivées ? Plein les yeux, oui. D'abord, grâce au suivi live qui nous permet maintenant depuis 2 ans de voir la tête de course évoluer. Et là, on a vu un Jim Walmsley particulièrement aérien et étincelant. Donc, c'est vrai que c'est un beau spectacle. Speller derrière également. Les filles aussi, c'est vrai que le fait de pouvoir vivre les parcours avec eux dans leur foulée, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'émotions. Et puis après, les lignes d'arrivée ont été très, très passionnante aujourd'hui, entre les 3 premiers hommes, Jim Walmsley, Sébastien Speller et Mathieu Simon, où on a eu des arrivées très contrastées. Et c'est vrai que c'est des beaux moments qui concrétisent aussi tout un travail de toute une équipe. Et après, maintenant, il va falloir attendre les dernières heures, c'est-à-dire tardivement ce soir vers 22h, derniers arrivants, où là, on peut vraiment, on va dire, poser ses valises et savourer le moment et le travail effectué. Ils ont tous salué, moi j'ai été aussi sur la ligne d'arrivée, l'âme de ce festival. C'est quelque chose qui te touche particulièrement, j'imagine, que ce soit perçu à ce point-là par ces athlètes. Oui, ça nous touche beaucoup parce que c'est vrai que, en fait, c'est comme toute situation. Quand on est dedans, on a du mal, bien sûr, à la mesurer. Mais c'est vrai qu'en entendant ces propos qui se répètent, on se dit que oui, il y a une âme particulière puisqu'on nous le dit sans qu'on le sollicite. Et oui, ça nous touche, une motivation à agir, à poursuivre, à s'investir aussi. À garder la liberté et l'indépendance que vous revendiquez aussi. Oui, c'est vrai qu'on a voulu, particulièrement cette année, distiller un petit peu ce message, parce que c'est vrai que nous, dans notre vie professionnelle antérieure, puisqu'on était éditeur de presse et journaliste, on a toujours été indépendant également. On a eu plusieurs titres. On a eu VO2, endurance, VO2 athlétisme, et on a eu aussi une activité d'éditeur de livres. Et dans tous ces projets-là, en fait, on a toujours porté nous-mêmes nos projets sans investisseurs financiers extérieurs. Et ça s'est poursuivi donc avec les Templiers, où c'est vrai que c'est une aventure de couple, une aventure familiale. Et après, c'est devenu une aventure pour beaucoup de gens, en fait. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de porter ce message qu'on peut porter des gros projets en étant libre de ses choix et en les portant avec évidemment les avantages et les inconvénients de cette indépendance, comme dans toute situation
Rien ne peut être que blanc ou que noir. La casquette, c'est un accessoire essentiel dans le trail. Et toi, tu en comptes plusieurs. Tu viens de nous parler aussi là de ton rôle d'édition et de ton passé de journaliste. Est-ce que tu peux nous donner à entendre et à éclairer, en tout cas pour nos auditeurs, les différentes choses et les différents projets et événements aussi sur lesquels tu es amené à travailler au fil de l'année? Il y a des événements, mais tu écris aussi par ailleurs sur d'autres thématiques qui te sont chères. Alors c'est vrai qu'avec Gilles, en fait, on a eu un parcours commun. D'abord, moi, j'ai eu un parcours un petit peu atypique parce que j'ai travaillé 10 ans dans une banque, dans un poste de direction. Et ensuite, j'ai démissionné de ce poste pour travailler avec Gilles donc, sur une activité qui était au départ le carnet du bipède, puis VO2. Et donc, on a bâti ensemble cette activité d'édition. Donc, on a couvert... donc là, on est en 88-89, hein, c'est ça à peu près, voilà. Ensuite, on a couvert à peu près 6 Jeux Olympiques. Et on a également après créé le magazine Endurance un petit peu dans la dynamique des Templiers. Et à partir de là, on a développé cette activité avec Championnat du Monde, une activité classique, on va dire, de journaliste. En parallèle des Templiers, on a créé donc les Templiers en 1995. Et ensuite, on a porté d'autres projets en course à pied, une course sur l'Aubrac, la piste des Seigneurs, une course entre Rodez et Millau. On a également porté le projet de la course FH du viaduc de Millau pendant 4 éditions. Et depuis 2014, nous avons opéré donc une session de nos titres de presse. Et moi, j'ai poursuivi sur une activité journaliste spécialisée dans le dopage avec le site Speakin sur lequel je m'investis pas au quotidien, même si je m'informe au quotidien, mais je produis régulièrement des articles dans un souci d'information du grand public sur le thème du dopage. Avec Gilles, dont tu partages la vie, le métier et aussi la passion, vous êtes considérés comme les pionniers du trail en France. Est-ce que ça vous donne une responsabilité particulière sur ce que doit rester la discipline? Est-ce que toi, tu t'imposes en tout cas d'en garder l'esprit originel tel qu'il était quand tout a démarré en 95 et l'inspiration qui est venue des États-Unis quelques années avant? Est-ce que tu te fais un devoir de ça? Alors un devoir, non, parce que je pense que comme on l'a dit, nous on aime notre liberté, donc je pense que tout organisateur aime sa liberté aussi et qu'on ne pourrait pas opposer à qui que ce soit des règles. C'est vrai qu'au départ, quand on a créé la course des Templiers, qui est devenue depuis Grand Trail des Templiers, il y avait un schéma un petit peu qui s'était imposé en nombre de ravitaillements, etc. Et c'est vrai qu'au début, les épreuves copiaient beaucoup ça. Puis heureusement, après, ça a éclaté. On a des distances diverses et variées sont apparues. Et donc, pour nous, c'est quand même important de garder une certaine éthique. Alors après, qu'est-ce qu'on met derrière ça quand on parle de l'esprit trail origine, routes, etc. C'est un petit peu chacun qui fait... Une libre interprétation. Voilà, une libre interprétation. Et Gilles comme moi, on s'interdit de juger. Je pense qu'il faut que chacun trouve ce qu'il a envie de trouver. Et pour nous, je pense que quand même le plus important, c'est que les gens pratiquent. Parce que c'est ça la base, en fait. C'est que les gens aient envie de courir, que ça leur donne du dynamisme personnel, on sait que c'est bon pour la santé physique, la santé mentale. Donc le plus important, voilà, c'est qu'il y ait des pratiquants et quel que soit ce qu'on leur propose, pour nous, il n'y a pas de jugement à formuler. Tu as été amené à voyager donc aux États-Unis à la fin des années 80 avec Gilles, notamment à Leadville en 89 et puis à la Western l'année suivante. Ça a été une révélation très forte. S'il y avait une chose que tu as retenue de ça, en tout cas qui t'a surprise et qui a finalement qui a enclenché toute cette réflexion sur une façon de faire vivre ça à votre façon en France un peu plus tard, qu'est-ce qui a été l'espèce de déclencheur, en tout cas? Est-ce qu'il y a eu une chose qui t'a étonné? Justement aussi la liberté de pouvoir proposer aux gens de courir sur chemin, ce qui n'était pas à l'époque une pratique. En fait, maintenant on a un petit peu de mal à le croire, mais à l'époque la norme c'était la course sur route. Donc certes certaines personnes s'entraînaient sur des chemins, mais la plupart des gens s'entraînaient sur la route, sur le stade, et la normalisation c'était le semi-marathon, le marathon, et puis bien sûr le 100 km. Donc c'est vrai que ça a été une révélation de voir les gens courir en prenant quand même des risques aussi, parce que sur, par exemple, la Western States, il y a des zones qui sont traversées, qui sont vraiment isolées, et voir que les gens pouvaient être en compétition dans ce cadre-là, avec là-bas, il y a quand même beaucoup de ravitaillement, mais beaucoup cette solitude dans les paysages, et l'accessibilité aussi aux paysages. Sur le Leadville, par exemple, ça traverse des anciennes mines d'or, et c'est vrai que
de voir les gens évoluer là-dedans. On avait assisté à Olivier, il y avait un orage et les gens continuaient. C'est vrai que c'est quand même, ça a été une leçon en fait de voir qu'il n'y avait pas seulement une seule façon de courir sur la route et qu'on pouvait faire autre chose et autrement. Est-ce que tu regardes encore aujourd'hui avec une tendresse particulière les courses américaines ? Oui, on les suit. On est retourné depuis au Leadville et on est retourné aussi à la Western State. C'est vrai que j'aurais adoré non pas courir parce que j'en suis pas capable, parce que je cours enfin un petit peu mais pas suffisamment. Mais j'aurais adoré être bénévole, par exemple, sur des épreuves comme ça pour voir un petit peu de l'intérieur comment ça se passe. Et c'est vrai que c'est quand même, ça demeure pour nous des modèles, après très différents de nous, puisque la limitation du nombre de coureurs, c'est là le caractère qui différencie particulièrement les trails américains des trails français, puisque là-bas, les limites sont souvent fixées par les territoires, donc les acteurs du territoire, et qu'il y a un nombre de coureurs très strictement limité, donc c'est pas du tout comparable à ce que nous, on connaît en France. Justement, pour en revenir au marché français, c'est quoi ton regard aujourd'hui sur la façon dont le marché se structure ou évolue ? Quel regard tu portes sur ça ? Et puis, quelle place pour les Templiers au cœur de tout ça ? Alors, la structuration actuelle, la plus importante, je pense que c'est le développement des circuits, donc particulièrement de l'UTMB World Series. Et c'est vrai que ça a un petit peu opéré un bouleversement du paysage depuis l'année dernière. Donc là, on est sur une phase qui va être une phase de structuration, un petit peu comme le triathlon l'a connu avec l'arrivée d'un acteur comme Ironman, qui est d'ailleurs actif dans UTMB World Series. Donc je pense que dans 2-3 ans, on pourra faire le bilan de cette évolution. Et nous, c'est vrai qu'on s'inscrit un petit peu en contrepoint, puisque de par la volonté d'indépendance et aussi le fait qu'on est sur un événement qui se déroule dans des zones qui ne sont pas des zones d'ultramontagne, qui sont des zones quand même plus accessibles pour la majorité des coureurs, hein, sur des distances aussi qu'on limite volontairement. Il n'y a pas plus de 106 km pour la distance la plus longue. Donc c'est vrai que par rapport à ça, je pense qu'on s'inscrit un petit peu en contrepoint. Après, l'épreuve se porte très bien. On l'a vu cette année. On a inscrit 10 500 personnes. On a eu en liste d'attente 2500 personnes, donc potentiellement un événement à 13 000, ce qu'on se refusera de toute façon, parce que pour plein de raisons logistiques et surtout de parcours. Donc, on verra dans les 2-3 ans comment ça évolue. C'est quoi les piliers auxquels vous dérogerez jamais ? Qu'est-ce qui fera l'essence des Templiers aujourd'hui, dans 10 ans, dans 30 ans ? Alors pour nous, pour Gilles et moi, ce qui est important, c'est la limite de coureurs pour éviter que les coureurs doivent évoluer sur des sentiers trop encombrés. C'est vrai que la technique des vagues qui a été adoptée depuis l'année dernière permet un petit peu de pallier à ce problème, en partie. Donc après, l'autre pilier, je pense que c'est l'engagement humanitaire, qui se situe à plein de niveaux. Donc le partage avec des actions avec une coopérative de femmes en Inde, le fait aussi qu'on travaille avec beaucoup d'associations locales avec des financements. Donc voilà, pour nous, c'est important. Je sais pas, c'est une espèce d'amitié un petit peu générale qui se tisse, des liens qui se tissent pendant quelques jours et qui après reviennent l'année suivante. Ce sera l'état d'esprit qui restera le nôtre pour le moment. Est-ce que tu pourrais illustrer ton champ d'action au sein des Templiers ? C'est des rôles qui sont pas forcément, dont les contours sont pas forcément très clairs, ils prennent plein de formes très très différentes. Comment est-ce que toi, tes champs d'action aujourd'hui, comment s'organise la répartition avec Gilles et puis avec Kevin aussi, qui est un des maillons essentiels des Templiers aujourd'hui? Comment est-ce que vous vous répartissez? En fait, comme j'ai souvent eu coutume de dire, moi je m'occupe du coca, voilà, dans l'organisation. Ça fait toujours rire les gens. C'est un petit peu ça en fait. Gilles a la gestion, déjà la responsabilité, on va dire, de l'innovation sur l'événement au niveau des parcours, la responsabilité technique en fait de tous les parcours et de créer des parcours qui soient beaux. Ça, c'est son cheval de bataille depuis toujours. Il a aussi donc toute la responsabilité qui va dans la foulée, tout le terrain, les ouvertures, les fermetures, la responsabilité de coordination avec les équipes médicales. Et il gère également toute la communication sur les réseaux sociaux. C'est lui qui les gère en totalité sur tous nos événements.
Et après, donc moi, j'ai la coordination logistique, on va dire, c'est-à-dire un champ qui est quand même assez large. Et je travaille avec des personnes référentes qui travaillent en collaboration avec moi, certaines depuis plusieurs années, sur le volet récompense, ravitaillement, hébergement, enfin tout ce qu'il faut pour que la course tourne en fait. Donc ça, c'est quand même assez vaste parce qu'il faut beaucoup de choses en fait pour que ça tourne. J'avais lu que Gilles de lui-même disait que lui, c'était plutôt l'idée et toi la rigueur, c'est ça un peu? Oui, si on grossissait le trait un petit peu. C'est un petit peu ça, oui, parce que c'est vrai qu'aussi porter une course comme ça, c'est porter un budget et que le budget, il faut amener les recettes, mais il faut aussi bien verrouiller les dépenses pour qu'on ne soit pas excédentaire, parce qu'en fait, en 4 jours, c'est un budget d'1 million d'euros qui s'évapore, on va dire, ça rentre tout au long de l'année, mais ça s'évapore finalement en 4 jours. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas veiller à ce qu'il y ait trop d'écart. Et ensuite, pour ce qui concerne Kevin, donc Kevin, lui, porte le projet du Salon du Trail depuis pratiquement sa création. Il était tout jeune quand il a commencé à le porter. 25 à 30 000 visiteurs, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui, ça. C'est vrai que ce chiffre-là, on peut considérer qu'il est vraiment exact, vu la journée qu'on a connue hier. Hein. Et ensuite, il porte également tout ce qui est les partenariats et plus globalement, un petit peu le dynamisme, on va dire, commercial, la création de produits dérivés, des choses comme ça, qui sont des choses maintenant qui sont importantes aussi pour un événement. On va dire le développement de la marque, en fait, parce que ça aussi, c'est un concept qui est apparu finalement récemment pour nous. C'est le fait que les Templiers, c'est une marque avec laquelle on peut aussi communiquer. Donc voilà un petit peu la répartition de nos rôles. Une journée type pour toi sur un événement comme les Templiers, je pense que ça n'existe pas, puisque j'ai essayé de gérer des imprévus. Est-ce que finalement, moins tu as de choses à faire, plus c'est bon signe? En fait, plus tu es effacé dans ces journées-là, plus ça veut dire que tout roule et que c'est le scénario rêvé finalement? Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est le scénario rêvé que j'ai connu par exemple l'année dernière, après une période de préparation qui avait été vraiment très très difficile puisqu'on avait commencé tard par rapport au Covid et plein de péripéties techniques, etc. Mais en fait, le dimanche, à partir de 14h, en fait, j'ai rien fait, comme j'ai dit. J'ai été sur la ligne d'arrivée, je me suis contentée de regarder les gens arriver, le sourire aux lèvres. Et ça, c'est magique, en fait. Quand mon téléphone ne sonne pas, que personne me dit, ici, il manque du fromage, ici, il manque de l'eau, ou ici, il manque un t-shirt, ou ici, il y a, comme je viens de le voir là, un voisin récalcitrant. Voilà, c'est la journée magique. Donc, je l'ai connue l'année dernière et je pense que là, je vais la connaître à nouveau. À un moment donné aussi, il y a un calage, en fait. Chacun sait ce qu'il a à faire et le fait. Mais c'est vrai qu'il y a une période de calage qui est quand même compliquée parfois et liée aussi aux imprévus comme la météo. Un événement comme celui-là, sur une année, il y a quand même une saisonnalité et des périodes beaucoup plus intenses. Ou est-ce que vous êtes déjà, là, le festival va se clore dans quelques heures? Est-ce que dès lundi ou presque, on est sur l'édition suivante, sans parler des autres courses, parce que vous avez aussi un panel de courses qui s'est étoffé, notamment? Alors, nous, tant que l'événement n'est pas passé, on évite de dire l'année prochaine, je ferai, voilà. Mais dès lundi, ça va sortir. Déjà, j'ai des bénévoles qui m'ont dit, voilà, j'ai noté, on fera le point. Voilà. Les gens ont aussi beaucoup d'idées pendant l'événement, c'est normal. Donc, le calage, un petit peu, les orientations, ça vient assez vite, en fait. C'est-à-dire se dire que, il y a eu des choses qui ont pêché, les grandes lignes de ce qui a été positif et négatif sont faites assez rapidement. Les réunions, par exemple, avec les chefs de poste sont faites dans le mois qui suit pour que ce soit encore frais dans les gens. C'est important d'avoir le retour de tout le monde. On utilisera cette année pour la première fois le retour d'expérience de la plateforme Vorg qui permet à tous les bénévoles de laisser leurs commentaires, donc ce qui nous permet après de donner des orientations de travail. Et après, c'est vrai que ça revient assez rapidement. Déjà, la communication, ça ne s'arrête jamais, en fait. Et après, on va relancer les ouvertures d'inscription. Et rien que ça impose des choix stratégiques. Par exemple, quelle taxe d'inscription on met par rapport à l'ouverture des inscriptions, qu'est-ce qu'on propose comme service annexe, etc. Donc ça vient vite. Et après, il y a toute une phase qui est une phase un petit peu de montage technique qui va se produire surtout plus au printemps. Le choix des récompenses, par exemple, il faut commencer dès le mois de janvier à y réfléchir. Et puis la phase la plus intense, après, c'est les 2 derniers mois, septembre, octobre. Si tu devais donner 3 chiffres sur les Templiers pour en donner la mesure, 3 chiffres un peu clés, emblématiques.
Déjà, le nombre d'éditions, parce que je pense que c'est vrai que tenir un cap à ce niveau-là pendant 27 éditions, c'est quand même costaud, parce qu'on a beau dire on sait le faire, malgré tout, il faut le refaire. Et c'est vrai que reproduire un événement de très haut niveau tous les ans, c'est quand même complexe. Il faut hausser le niveau dans tous les domaines et ne rien lâcher. Ensuite, le nombre de bénévoles, 1100 pour cette année. Donc pour nous, c'est un chiffre qui est très intéressant parce qu'il montre l'engagement des personnes pour venir sur l'événement qui les passionne, qui les intéresse. Et on passionne de plus en plus de gens différents et beaucoup de jeunes maintenant. Et puis aussi le budget, parce que 1 million d'euros, c'est quand même une jolie somme, en sachant aussi qu'elle est financée à 70% par les taxes d'inscription. Donc pour nous aussi, c'est la marque de fidélité des coureurs qui nous garantit notre budget et qui garantit aussi notre état d'esprit, c'est-à-dire de donner beaucoup de qualitatif aux coureurs, tant dans les récompenses que dans les ravitaillements, que aussi dans le montage sécuritaire, pour qu'ils évoluent dans un contexte qui nous sécurise et qui les sécurise. Et ça, c'est très important aussi mentalement de savoir que voilà, on a tout mis en place et qu'on peut y aller. Il y a une petite mouche qui se pose sur ton micro là, oui. Elle vient contrarier notre interview. Elle veut participer à la fête peut-être. Il y en a des centaines, mais si tu devais le réduire à un seul, le plus gros challenge quand on organise une course de cette ampleur? En fait, c'est mettre en place cette alchimie et comme je le dis, en fait, à un moment, il faut faire comprendre à tout le monde qu'il faut qu'on rame tous dans le même sens, parce qu'il y a un moment, en fait, où les orientations de chacun sont un petit peu différentes. Il faut manager des partenaires privés, des partenaires publics, des bénévoles, des coureurs et des prestataires aussi, et chacun un petit peu dans sa bulle, en fait. Mais à un moment donné, il faut qu'on se mette tous dans la même bulle et qu'on soit tous unis pour la réalisation et la réussite de l'événement. Et ça, c'est quand même un challenge chaque année parce qu'il faut rebâtir ce cap. Et pour moi, c'est ça le plus gros challenge, c'est d'y arriver, quoi. Est-ce qu'il y a un pic justement de tension et d'enjeux pendant cette période du festival, ou est-ce que le gros finalement de cette charge et de ces choses qui sont à régler, sur lesquelles tout le monde doit s'aligner, c'est plutôt fait avant pour faire en sorte que le sujet soit totalement évacué quand on donne le coup d'envoi de la première course? Alors mon objectif, comme celui de Gilles, c'est de vivre les 4 jours le plus sereinement possible, à gérer seulement les imprévus qu'on n'a pas pu voir venir et donc éviter toutes les tensions. Donc ça impose un travail préparatoire important pour éviter que justement il y ait des tensions inattendues qui surviennent et qui mettent le pic de stress un peu trop haut. Donc c'est vrai que gérer une organisation comme ça, il ne faut pas le cacher, ça comporte beaucoup de stress, beaucoup de nuits d'insomnie. Et donc du coup, on essaye de gérer ces problèmes en amont. Et ce n'est pas toujours possible, mais bon voilà, c'est le pic fixé. Et aussi d'exploiter le maximum des idées qu'on a. C'est-à-dire, si par exemple on se dit à tel endroit, il faudrait telle chose, il ne faut pas se dire non, on le fera l'année prochaine. Non, il faut y aller parce qu'on sait que ça nous sécurisera mentalement aussi. C'est un peu comme pour un coureur, finalement, entraînement difficile, course facile, c'est la même logique qui s'applique à vous en termes d'organisation? C'est pareil, bon, j'ai couru un petit peu, mais la seule chose que je dirais, c'est que quand on s'entraîne, en fait, on se fait plaisir à soi tout seul, en fait. On n'a pas besoin des autres pour courir, c'est ça la différence. Alors que nous, dans le montage du projet, il faut déjà qu'on coordonne beaucoup de monde et que tout le monde comprenne. Mais c'est vrai que c'est la même chose, en fait. Et c'est vrai qu'on profite mieux de l'événement quand la phase préparatoire a été bien menée, donc c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. C'est quoi la chose qui t'empêche de dormir un peu plus que les autres à la veille du départ? C'est des questions de sécurité, c'est ça qui est en haut de la liste, c'est la sécurité des coureurs, c'est ça qui prime, la météo, et des équipes? La météo, bien sûr, parce que ça impacte sur la sécurité. Et puis après, c'est un tas de petits détails techniques qui paraissent sans importance, mais qui peuvent en prendre. Et c'est vrai que sur une période de temps aussi courte, on ne peut pas toujours réagir comme il le faut, donc il faut essayer d'anticiper et de se dire qu'on n'a pas loupé quelque chose, un petit loupé
peut prendre de grandes proportions. Et j'ai eu des événements dans le passé gâchés par un manque, par exemple, de saucisson. C'est idiot, mais c'était des choses... On rigole pas avec le saucisson, voilà, franchement, il y a des priorités. On rigole pas. Et c'est vrai que c'est des détails parfois qui ont pris trop d'importance. Donc j'ai appris aussi à prendre plus de distance par rapport à ces choses-là, en se disant qu'on essaye de mettre en place le maximum de moyens pour atteindre 100% de réussite, mais qu'il y a un petit delta dans la mesure où on est obligé aussi de coordonner beaucoup d'humains et que donc il y a une part qui est un petit peu plus aléatoire et imprévisible. Quel regard tu portes sur les Templiers 27 ans plus tard? Est-ce que tu as un regard attendri? Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que tu as un œil toujours critique et exigeant sur ce que vous produisez? Oui, de la tendresse aussi, parce que c'est vrai que quand j'entends les coureurs, par exemple, comme j'entends des coureurs qui disent je voulais découvrir ou j'ai repris l'entraînement pour les Templiers. Par exemple, hier, la femme de Thomas Laure-Blanchet qui me dit « j'étais pas venue depuis 5 ans et c'est magnifique ce que j'ai vu ». C'est, oui, de la fierté aussi. Il y a un petit peu des sentiments mélangés d'avoir réussi à maintenir ce cap avec plus ou moins de difficultés. Tout n'a pas toujours été facile, mais rien n'est facile dans la vie, dans la vraie vie non plus. Donc ça fait partie de la vraie vie. Il y a des tonnes de souvenirs par la force des choses. Est-ce que là, il y en a un qui te viendrait à l'esprit, qui illustrerait pour toi ce qui est l'esprit des Templiers ? Moi, je pense que c'est les scènes d'arrivée, quand les gens arrivent ensemble, crient, se tapent dans les mains, tombent dans les bras des uns des autres, sans parfois s'être connus avant de disputer cette course. Ils ont parfois fait des kilomètres ensemble. À la fin, il y a une espèce d'amitié qui se crée. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est intense pour moi, de voir cette émotion. C'est vrai qu'on en est parfois submergé et surpris, mais par exemple, vendredi matin, lors du marathon du Larzac, il y a 4 personnes qui ont fait une erreur de navigation routière, on va dire, donc elles se sont trompées de village pour prendre le départ, et quand elles ont réalisé que la course était partie, qu'elles ne pouvaient plus partir, il y en a une qui a éclaté dans des sanglots énormes, et j'ai fait 5h30 de route, ça fait 3 mois que je me prépare, et là j'ai mesuré l'intensité de ce que ça représente dans la vie de quelqu'un. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée de voir à quel point les Templiers sont au cœur de la vie de beaucoup de monde. En fait, ça, c'est quand même... ça m'interpelle beaucoup, quoi. Tu l'as dit, vous êtes dans le questionnement et dans l'auto-challenge constant. Il y a forcément des questions de croissance qui se posent. On l'a compris, vous, l'idée, c'est pas de pousser les murs des Templiers, c'est aussi d'aller faire naître des petits cousins, d'aller agrandir la famille. Il y a une course qui est notamment née cette année, le Tarn Valley Trail. C'est quoi la raison d'être derrière ces courses-là? Il y a l'Hivernal des Templiers qui est pas si vieille que ça, qui a 5 ans, je crois, oui. Cette année. C'est des projets parallèles pour aussi, toi, garder de la fraîcheur. C'est oui. aller combler d'autres besoins, qui répondent à d'autres envies des coureurs. Oui, c'est aussi, je pense que pour Gilles, qui a vraiment voulu la création de Tarn Valley Trail, c'était aussi la volonté de se montrer... d'abord, avant tout à lui-même, qu'il était aussi capable de lancer un projet intimiste et de sortir un petit peu de cette grosse machine que sont les Templiers, avec évidemment quelques critiques aussi sur la taille de l'événement, c'est légitime aussi. Donc c'était la volonté de montrer qu'on peut aussi évoluer dans un cadre plus intimiste sur quelque chose de difficile, long, revenir aussi à l'idée première des Templiers qui avait été de créer un 100 miles, ce qui n'a pas pu être fait pour plein de raisons. Et donc c'était renouer un petit peu et retrouver effectivement un petit peu de fraîcheur d'esprit et des idées aussi qu'on peut mettre en place plus facilement sur une épreuve de petite taille et qu'après on peut dupliquer sur une épreuve de plus grande taille. Donc par exemple c'est tout ce qui a été lié au ravitaillement bio, aux ravitaillements locaux. Donc ça nous a donné des pistes de travail qu'on a pu déployer aussi pour les Templiers. Mention spéciale pour le cola des Templiers. Moi j'ai bu ça sur le marathon du Larzac, j'ai passé un bon moment. Oui, il est très très bon. C'est vrai, très très bon, très doux, très parfumé. Il est vraiment, il est naturel. Il est vraiment vraiment agréable. C'est aussi renouer avec d'autres paysages parce que c'est vrai que le parcours des Templiers, les parcours globalement sont verrouillés, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'innovation par la nature même du terrain et des contraintes qu'on rencontre. Donc c'était l'objectif de partir à la découverte de nouveaux espaces et de nouvelles personnes, parce qu'en fait comme lui le fait quand il parcourt beaucoup de chemins pour découvrir de nouveaux lieux, c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouveaux agriculteurs, de nouveaux néo-ruraux, et c'est toujours passionnant.
Si on revient plus particulièrement sur l'édition de cette année, la situation est assez complexe parce qu'en même temps, il y a la Diagonale des Fous, il y a les championnats du monde de trail qui arrivent. La réalité des choses, c'est que vous avez eu quand même un plateau international relevé, peut-être un peu moins dense, mais en tout cas avec des têtes d'affiche très emblématiques qui ont d'ailleurs brillé, qui ont été à la hauteur des attentes. Faire venir un athlète, par exemple, comme Jim Walmsley, est-ce que c'est beaucoup de discussions, de tractations? Est-ce que ça se décide en un coup de fil, une envie? Comment est-ce que ça peut s'organiser? Non, sur Jim Walmsley, c'est son partenaire Oka, qui est donc également partenaire des Templiers, qui a fait l'interface, sachant que Jim avait fait savoir qu'il aimerait beaucoup courir les Templiers et que, comme il l'a expliqué hier en conférence de presse, étant maintenant habitant en France, il a simplement 5-6 heures de voiture et que dans le passé, il ne se voyait pas venir spécialement des États-Unis pour courir les Templiers. Donc ça s'est fait facilement. On a simplement eu la contrainte de garder la confidentialité sur sa venue tant qu'il n'était pas complètement décidé. Dans le passé, quand on a monté des projets avec d'autres athlètes américains, ça s'est fait plus ou moins facilement. Non, c'est pas une discipline qui est encore vraiment gérée par des managers qui imposent beaucoup leurs contraintes. Et je pense que c'est vrai que le renom des Templiers a atteint les États-Unis et toute l'Europe, et que du coup ça nous attire aussi des personnes qui veulent briller sur cette épreuve, qui connaissent en fait finalement depuis longtemps. Tu l'as dit tout à l'heure, les moments que tu chéris, en tout cas ceux que tu gardes bien au chaud, c'est ces lignes d'arrivée des premiers jusqu'au dernier. Ça te porte pendant combien de temps? Est-ce que c'est quelque chose qui te tient et puis qui est finalement la raison pour laquelle chaque année tu y retournes avec la même envie et la même passion? Tu vis avec ces moments-là longtemps? Oui, j'y repense. Il y a aussi des interactions avec les bénévoles qui sont aussi intéressantes. C'est vrai aussi que parfois des messages de coureurs nous rappellent les bons souvenirs. De temps en temps, je peux mettre aussi la musique ERA pour me stimuler un petit peu. Ça m'arrive. Et ça porte longtemps. Oui, ça porte longtemps. C'est quand même une motivation. On rencontre des coureurs qui nous disent « je me prépare ». Hier, par exemple, j'ai un jeune homme qui est venu me voir dans l'aire de départ. Il avait, 20, 22 ans. Je voudrais savoir quand est-ce que j'aurais voulu courir l'année prochaine. Il n'a jamais fait de trail, il a vu l'ambiance. Ça, c'est des choses qui me touchent énormément, en fait, de sentir que les gens, on les mobilise à nos côtés, en courant ou en bénévole. Pour moi, c'est quand même des moments particulièrement passionnants. Est-ce qu'il peut y avoir un petit Templier blues? Ça existe? Les jours qui suivent? La fatigue. Oui, la fatigue, là, elle est réelle parce que on dort peu. Le stress pose aussi pas mal de tensions. Donc oui, il y a quand même un petit Templier blues. Puis c'est un petit peu comme les coureurs, je pense. C'est-à-dire pendant des mois, on a pensé qu'à ça. Bon, moi, je suis la spécialiste des plannings puisqu'il faut planifier tout ça. Donc c'est vrai que voilà, mon décompte, il commence le 3 octobre et puis le 5. Et puis voilà, je sais que tel jour, j'ai ça. Et puis ça s'arrête le 23. Après, j'ai encore un planning qui suit les jours qui suivent. Mais voilà, le 23, on sait qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour, c'est fini pour cette édition et que tout ce qu'on a réussi, on va l'avoir. Tout ce qu'on a un petit peu raté, qui n'a peut-être pas été vu, mais qu'au fond de nous, on est déçu que ça n'ait pas été tout à fait parfait. Ça provoque, oui, un petit peu de déception de voir que ça s'est arrêté, puis aussi un soulagement, c'est parce que, on sait qu'on va pouvoir souffler un petit peu avant de se remettre le repos au du carton. Brave. Voilà, exactement, oui. Il y a une rubrique classique dans le podcast qui est en réalité un questionnaire de Proust. Donc j'ai quelques questions pour toi. Donc on peut sortir du cadre purement de la course à pied. Une journée parfaite pour toi, c'est quoi? C'est une journée où j'ai le temps de courir, où j'ai le temps de prendre mon café tranquille, un petit verre de vin le soir, et puis entre-temps travailler. J'aime beaucoup travailler, donc voir mes enfants aussi. C'est un ensemble en fait. Et comme je travaille avec mes enfants, c'est assez facile. Scénario idéal. Est-ce qu'il y a un imprévu de la vie ou une erreur que tu as faite qui t'a particulièrement appris? Imprévu de la vie, je sais pas. C'est peut-être trop intime pour, D'accord. Okay. pour le dire. Pas de problème. 3 choses que tu emmènerais sur une île déserte
3 choses. Pas 3 personnes, hein, on considère que tu peux emmener Gilles et les enfants. Ah bon, d'accord. Alors, mon téléphone, parce que T'es je accro? pense que... disons que, en fait, je me rends compte que je le suis devenue, parce que c'est vrai que notre vie passe par le téléphone. On peut tout faire avec le téléphone, on peut téléphoner, on peut se connecter sur Internet, on peut écouter des podcasts, on peut regarder des films. Donc, en fait, finalement, c'est devenu un élément majeur de notre vie. Ça pourrait t'aider à organiser un trail en plus sur l'île déserte, forcément. Si tu chercherais Voilà, bien, tu trouverais bien le moyen de faire ça. Exactement. Et après, mes chaussures pour courir, parce que j'aime bien mon footing. Et puis après, qu'est-ce que j'aimerais emmener je sais même Une pas. gourmandise. Allez, est-ce que t'as un petit péché mignon? Du café, ça, je pourrais pas me passer de café, ça c'est impossible. Dernière question de cette questionnaire de Proust. Un talent que tu aurais aimé avoir? J'aurais aimé être quelqu'un de plus créatif en fait que ce que je suis, plus imaginatif, parce que je suis assez pragmatique. Alors ça a ses avantages et ses inconvénients, mais je pense qu'un petit peu d'esprit imaginaire de plus n'aurait pas été de trop. Merci beaucoup Odile, on va conclure cet épisode en parler un tout petit peu d'avenir. Là, donc tu as prévu de dormir combien de jours consécutivement à partir de demain? Tu te réveilles jeudi? Vendredi? Non, alors demain matin, on commence les rangements et puis les rangements, ils vont durer pendant 3 à 4 jours en fait. C'est quand même une phase assez longue et après, voilà, c'est moins de stress parce qu'on n'est pas pressé, on n'a pas un planning précis. Enfin, on a un planning, mais bon, je veux dire, quand on prépare les Templiers, le planning est millimétré sur les semaines de course, tel jour, telle livraison, tel jour, etc. pour que tout soit en place au bon moment, sans charger trop les équipes aussi pour qu'elles soient pas trop fatiguées. Donc, puis après, reprendre une vie normale, pouvoir refaire peut-être quelques sorties en vélo avec Gilles, puisqu'on fait souvent des petits périples en vélo, donc on aimerait reprogrammer quelque chose qui soit sympa pour se retrouver un petit peu dans une bulle à deux. Quand est-ce qu'il démarre le sprint pour l'hivernal qui est début décembre? Ça va pas tarder en fait. Ouais, voilà, déjà j'ai les cadeaux. Voilà, il va falloir faire l'appel aux bénévoles. Ça va commencer très rapidement en fait, début novembre. Après, c'est une épreuve qui se monte beaucoup plus vite parce qu'elle est à taille beaucoup plus humaine. Et puis, on a aussi des fonctionnalités sur Roquefort qui sont pratiques. On a une salle, on n'a pas tout le montage des chapiteaux comme ici, qui impose beaucoup de contraintes techniques et de temps. Donc, on va démarrer là d'ici une quinzaine de jours et on sera prêt pour début décembre. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est 6 mois plus tôt, c'est en décembre. Il reste encore quelques dossards? Oui. Quelle motivation, pourquoi il faudrait venir à l'hivernal? L'hivernal, c'est quand même le fait de courir l'hiver aussi dans cet environnement. Alors le climat, il est très différent sur ces zones de Roquefort. C'est quand même des très beaux paysages aussi. Et puis c'est plus sauvage, c'est ce côté très très sauvage qui est vraiment très intéressant. Une belle façon de finir l'année et la saison. Exactement. Dernière question, Odile. Comment elle reste intacte? La passion, elle a évolué avec le temps, la passion pour tout ce que tu entreprends aujourd'hui. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est comme au premier jour? Qu'est-ce qui aujourd'hui entretient la flamme? Comme je l'ai dit, ce qu'entretient la flamme, c'est le sentiment que finalement les Templiers comptent dans la vie de beaucoup de gens, d'une façon ou d'une autre. Là, par exemple, j'ai un bénévole qui tout à l'heure pleure parce que il a eu des problèmes de santé, il se retrouve ici, il est heureux, il pleure en me remerciant. Voilà, ça c'est des motivations. Quand on voit les coureurs arriver, par exemple le 3e qui nous dit je rêve des Templiers depuis tant d'années. L'autre jour, on a eu un fermeur de course qui avait 10 ans, qui fermait avec son papa et qui a dit je rêve de courir les Templiers un jour. Ça, c'est des motivations qui sont puissantes en fait. Donc c'est ça qui entretient la flamme en fait. Donc au Templier 2048, t'es encore là, Odile? Ah non, non, parce qu'on est dans une phase de transition avec l'envie de rester bien sûr impliqué, mais d'une autre façon, comme on le dit, moins dans l'opérationnel, de manière à donner des caps pour garantir aussi justement un esprit qui nous est important. Mais l'opérationnel, on va s'en détacher de plus en plus parce que on veut qu'il y ait une équipe plus jeune et c'est ce qu'on est en train de constituer, qui aura donc la mission de porter le projet sur un plan technique.
Merci beaucoup Odile pour ta disponibilité, pour ce qui a été Avec pour plaisir. toi un sacré ultra aussi depuis le départ de la première course, l'Endurance Trail, le vendredi matin à 4h. J'espère que tu as pris le temps quand même de faire quelques pauses au ravito et puis que tu vas bien soigner ta récup. C'est important, c'est quand même du sport aussi. Merci infiniment à toi et très sincèrement et à tes équipes aussi pour votre très chaleureux accueil. Bravo de faire vivre le trail de si belle manière qu'on sent qu'il y a une âme très forte ici. Et puis le meilleur est à venir, évidemment. Merci Odile. Merci beaucoup Guillaume. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.